Bonjour, chers frères, chers amis qui aiment l'histoire. Je lis et je regarde des vidéos sur la géopolitique et la géostratégie. Et je commence à apprendre beaucoup sur ces sujets-là. Alors, je voudrais parler des 3 missions diplomatiques qui se sont déroulées en Afrique dernièrement. Celle de M. Macron, celle Macron qui est président de la France, celle d'Anthony Blinken qui est américain, qui est secrétaire d'État américain, donc ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et puis celle de Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Le fait que ces 3 personnages-là, ces 3 personnalités, soient venus en Afrique, cela dénote de quoi? D'une lutte entre l'Occident et la Russie en Afrique. Ça, c'est la première remarque que je fais. Mais pourquoi? Parce que, et tous savent que l'Afrique est un enjeu important. Parce que presque 60%, oui, 60% des matières premières stratégiques sont en Afrique. Ça, c'est un. De 2, la population africaine est jeune. Et on estime que peut-être aux alentours de 2035, c'est une population qui va faire près d'1,4 milliard de personnes. Voilà. Donc, leur guerre, si elle n'est pas chaude, parce qu'elle est froide, si c'est la guerre hybride, c'est-à-dire utiliser différents moyens qu'on associe, peut-être que c'est cela. C'est ça l'enjeu en Afrique. C'est ça l'enjeu en Afrique. Et les pays qu'ils ont choisis pour ces missions, c'est des pays qui n'ont pas choisi par hasard. Oui, ils n'ont pas choisi ça par hasard. D'abord, prenons le cas d'Anthony Blinken, l'États-Unis. Il est venu au Congo RDC. Il est venu comment on appelle ça, au Rwanda. Au Rwanda. Et il est venu en Afrique du Sud. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont fait le choix de ces 3 pays-là? D'abord, parce qu'au plan des matières premières, mais la République démocratique du Congo, comme quelqu'un disait là, quand il y a beaucoup de matières premières dans un coin, c'est un scandale géologique. Il y a tellement de matières premières. Et c'est pour ça qu'on voit dans ces pays-là des multinationales et des puissances occidentales, y compris aussi le Rwanda et l'Ouganda, qui sont des pays voisins, ont créé des groupuscules armés pour piller les matières premières de la RDC, le coltan, le cobalt, etc., le lithium, qui sont aujourd'hui des matières premières très importantes concernant les téléphones Android et autres, et pour certains éléments dans les véhicules électriques. Et le Rwanda, l'Ouganda, les multinationales ont des groupuscules armés pour piller la RDC. Vous voyez. Et même il a fait une déclaration, Blinken a fait une déclaration, il dit oui, vraiment qu'il constate qu'effectivement, le Rwanda entretient des groupes rebelles armés au Congo et les soutiennent. Mais est-ce que lui, il ne sait pas ça depuis longtemps? Parce que Paul Kagame, c'est un allié des États-Unis. C'est un allié des États-Unis. C'est eux qui ont puissamment armé
l'armée du Rwanda. C'est pour ça que le petit pays Rwanda, au plan de la superficie, se permet de défier la RDC. Et la RDC n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Parce qu'elle n'a pas une armée suffisante pour faire face au Rwanda, pour faire face à l'Ouganda. Vous comprenez? Il est allé parler à ces deux pays-là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est pour demander au Rwanda de cesser de soutenir le M23, ce groupe de rebelles qui n'a aucun objectif politique, sauf faire ce que Paul Kagame demande? Paul Kagame, il agit comme un voyou, comme un État voyou. Tu tues des gens sur un autre pays, sur le territoire d'un autre pays, et tu le pilles. Et grave, la MONUSCO des Nations Unies ne fait rien. Et dernièrement, son porte-parole a déclaré que oui, lui, et ils n'ont pas les moyens de faire face au groupe rebelle en RDC. Vous n'avez pas les moyens de faire face. Donc, vous faites quoi là-bas? Depuis près de 22 ans, vous faites quoi là-bas? Vous voyez comment les gens sont inconséquents. Voilà. Il allait rencontrer Tshisekedi. Mais Tshisekedi ne prend pas la pleine mesure de ce qui menace son pays. Il ne prend pas la pleine mesure de ce qui menace son pays. Il faut qu'il parle franchement avec le régime de Kagame et puis le régime ougandais. Ce qu'il ne fait pas depuis qu'il arrive au pouvoir. Il ne fait que plastronner, chercher à réduire, comment on appelle ça, l'influence de son opposition. C'est vraiment malheureux. Maintenant, Blinken, il est venu, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire qu'il faut trouver un modus vivendi entre le Congo et puis le Rwanda? Est-ce qu'il va dire aux multinationales d'arrêter de piller la RDC? Est-ce qu'il va faire en sorte que ces rebelles-là, c'est plus d'une vingtaine de rebelles, de groupes rebelles. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils font en sorte que ces zones-là, de l'Ituri, de Goma, etc., ne soient pas contrôlées par le gouvernement congolais pour pouvoir piller tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? Évidemment, il veut bien qu'il y ait l'influence des États-Unis dans la zone, puisque c'est une zone qui est très riche en matières premières. Mais comment il va procéder? Est-ce qu'il va faire pression sur le Rwanda, faire pression sur l'Ouganda et faire en sorte que ces groupuscules armés-là cessent et demander aux multinationales d'arrêter le pillage pour acheter normalement ces matières premières-là, qui ne coûtent rien en dollars, puisque il y a la bourse de New York, la bourse de Paris et la bourse de Londres qui fixent les prix de ces matières premières-là. Il est parti aussi en Afrique du Sud. Anthony Blinken est parti en Afrique du Sud, c'est pourquoi? Il sait très bien que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Ce groupe d'influence politique et économique, les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il allait demander au gouvernement sud-africain de quitter les BRICS? Je ne suis pas sûr que le gouvernement sud-africain va accepter cela. Ils vont pas accepter de quitter les BRICS, puisque les BRICS, là, aujourd'hui, ils font presque 40% du poids économique du globe terrestre. 40%. Les BRICS, là. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud font 40% du poids économique. Vous comprenez? L'Afrique du Sud, sans doute, lui a dit, mais nous on est ouvert à tout. Nous ne sommes pas contre le fait de faire des affaires avec vous, les Américains, avec vous, les États-Unis, mais nous avons la liberté de choix. Nous avons la liberté de commercer avec tout le monde, d'échanger avec tout le monde. Mais, souvent, les Occidentaux ne comprennent pas ça. Ils veulent imposer toujours leur vue aux autres. Imposer les quatre volontés aux autres. Et on a vu, mais ça c'est discrètement, l'Afrique du Sud lui a dit, mais vous avez voté aux États-Unis une loi qui dit que ceux qui sont en relation avec la Russie, vous vous donnez le droit de faire des coups d'État contre ces pays-là. Mais nous sommes dans les BRICS. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir faire un coup d'État contre nous ici? C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Maintenant, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit non, que les États-Unis respectent les choix de chaque pays. Mais est-ce que vous avez enlevé la loi là?
Vous voyez comment les hommes politiques, beaucoup sont des menteurs. Des menteurs. Tu viens dire que les États-Unis respectent les choix de chaque pays. Mais et la loi que vous avez fait voter par votre Sénat ou bien je ne sais pas quoi, là, ou la Chambre des représentants, là, hein, où vous donnez le droit de faire des coups d'État contre des gouvernements qui ont des relations avec la Russie. C'est sérieux. Mais ces relations avec la Russie existaient avant la guerre en Ukraine. Voilà le cas de la mission d'Anthony Blinken, l'Américain, pour ne pas dire les États-Unis. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je passe à Macron. Macron, il a fait 2 pays. Il est venu au Cameroun et puis il est allé en Guinée-Bissau. Est-ce que c'est en Guinée-Bissau? Le pays qui est dirigé par Ambalo, là. Je crois que c'est la Guinée-Bissau. Oui, c'est la Guinée-Bissau. Il est venu voir le patriarche, comment on appelle ça, du Cameroun, le président Paul Biya. Parce qu'il sait qu'au sein de la CEMAC, c'est-à-dire la communauté économique des États, je peux dire, de l'Afrique centrale, le poids économique du Cameroun est le plus grand. Le poids économique du Cameroun est le plus grand. Donc, le Cameroun est important. Et il sait que aujourd'hui, le Cameroun ne verse plus quoi que ce soit, hein, dans le compte des opérations. Parce que quand on a des relations commerciales, on fait des achats, il y a une partie qui va dans le compte des opérations en France. C'est-à-dire qu'une partie de l'argent qui devait revenir au pays qui a fait les échanges, là, le pays africain, là, ça va dans le compte des opérations français. Ça fait un moment le Cameroun ne verse plus cela. Ça fait un moment le Cameroun ne verse plus cela. Et le Cameroun n'a pas renouvelé les accords sur le franc CFA de l'Afrique centrale. Les Camerounais n'ont pas renouvelé cet accord-là. Et il sait que le Cameroun a signé un accord militaire avec la Russie. Vous comprenez? Et maintenant, il s'en va trouver Paul Biya. Parce qu'il y a des groupuscules au Cameroun qui veulent faire en sorte que le fils de Paul Biya le remplace. Parce que Paul Biya, il approche les 90 ans. Il allait lui dire, si tu es avec nous, nous allons faire en sorte que ce soit ton fils qui te succède. C'est ce que Macron allait dire là-bas. C'est ce que Macron allait dire là-bas. Et puis, Macron lui a dit, mais écoute, tu soutiens des chaînes de télévision qui dénoncent notre politique en Afrique. Afrique Média, Panafricaniste TV, etc. Mais pourquoi est-ce que tu les laisses agir contre nous? Voilà ce que Macron allait dire à Paul Biya. Mais c'est Paul Biya l'a écouté. Paul Biya ne l'a pas écouté. Paul Biya ne l'a pas écouté. Parce que quand ces prétendus djihadistes sont venus attaquer le Cameroun, la France n'a rien fait. Et puis on a vu les gens, ceux qui se prétendent anglophones, qui veulent l'indépendance de la partie anglophone du pays. On sait qu'en dessous, ils sont soutenus par certaines puissances. Ils sont soutenus par certaines puissances. Vous comprenez? Et pour toutes ces raisons, Paul Biya n'a fait que l'écouter. Et puis maintenant, il y a... Bon, ensuite, il est parti maintenant en Guinée-Bissau aller trouver le président Ambalo, qui est actuellement le président en exercice de la CEDEAO. Alors lui, il pense que le fait d'être président en exercice de la CEDEAO, ça lui donne tout pouvoir sur les pays de la CEDEAO, quoi. Mais il me fait rire, ce monsieur. Hein? Au début, il a dénoncé la politique, notamment d'Alassane Ouattara, de M. Alassane Ouattara. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, que lui, il propose qu'il y a une force qui soit mise en place contre les coups d'État dans la région, dans la zone de la CEDEAO. Ah bon? Donc cela veut dire quoi? S'il y a un coup d'État, vous, la CEDEAO, vous donnez le droit de créer une force pour aller attaquer le pays qui a fait coup d'État. Mais si les populations même de ce pays-là
ne réagissent pas contre le coup d'État, c'est que ces populations sont d'accord. Ou alors elles attendent le moment favorable. Mais ce n'est pas à vous de vous substituer aux populations. Parce que c'est la population, c'est le peuple qui est légitime. Ce n'est pas la CEDEAO qui est légitime pour créer une force contre les coups d'État. Parce que le problème, c'est quoi? Ils sont mécontents qu'il y ait un coup d'État au Mali, qui est soutenu d'ailleurs par le peuple malien, et que le Mali échappe à la France. Il y a un coup d'État en Guinée. Et Doumbouya, il est imprévisible. Hein. D'ailleurs, il a pris une décision importante. Il dit qu'il faut que les matières premières exploitées par les entreprises qui sont en Guinée soient transformées soit en semi-produits finis ou bien en produits totalement finis. C'est une décision importante. C'est une décision importante. Maintenant, il y a le cas du Burkina qui hésite entre signer un accord avec un État au plan militaire qui puisse l'aider. Damiba hésite. Il ne faut pas hésiter. Il hésite. Et ça, c'est son problème. S'il ne fait pas attention, mais lui-même, il risque de subir un coup d'État. Mais je suis sûr que cette force qui va aller contre les coups d'État, ça va être constitué de qui? Donc, des groupes armés les autres pays de la CEDEAO. D'ailleurs, ça ne va pas fonctionner. Et il a dit ça pour faire plaisir au président Macron. Quand je l'ai vu, parce que le président Macron était en chemise et cravate, lui aussi, il a commencé à enlever sa veste et tout ça. Non, mais c'était ridicule. C'était ridicule. Comment, Ambalo, tu peux faire des choses comme ça? C'était totalement ridicule. C'était totalement ridicule. Et c'est ce qu'il a trouvé à proposer. Les vrais problèmes de l'Afrique, là, il n'a pas abordé ça. Le terrorisme, là, il n'a pas abordé ça. C'est pour dire que c'est pour créer une force contre les coups d'État dans la CEDEAO. Voilà comment nos chefs d'État agissent. C'est-à-dire qu'ils ne regardent même pas les enjeux présents. On voit bien que ces enjeux, l'Afrique risque d'être le théâtre d'un affrontement entre les États-Unis et les Occidentaux face à la Russie et à la Chine. C'est ça le problème. Et ils ne se réunissent même pas pour voir comment ils peuvent examiner ça. Comme ils ne se sont jamais réunis pour examiner comment mettre en place des structures pour faire face au terrorisme financé par l'Arabie Saoudite et le Qatar avec en arrière-plan la France. La France est là depuis 2011 quand la Libye a été détruite, la Libye de Kadhafi a été détruite, que le terrorisme est revenu. Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à se débarrasser des terroristes? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas? Parce que ceux-là travaillent pour elle. C'est ça les faits. Avec tous les moyens qu'elle a, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas? Pourtant, elle a détruit aisément la Libye. Elle a aisément fait tomber le gouvernement du président Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à le faire contre les terroristes? Voilà le problème. Vous voyez? Bon, maintenant, la France pense pouvoir se repositionner en s'appuyant sur le président de la CEDEAO. Comme on a vu comment elle s'est appuyée sur le président ghanéen quand il était le président en exercice de la CEDEAO. Ça a donné quoi? Ça n'a rien donné de bon. Ça n'a rien donné de bon. Parce qu'il faut que la France change sa politique. Il faut que la France change sa politique. Il faut qu'elle accepte la politique du win-win, du gagnant-gagnant. Mais elle ne veut pas comprendre. Elle se croit toujours puissante, alors qu'elle ne l'est plus. Financer les armées devient un gros poids pour elle. Elle est endettée. Elle n'arrive même pas à faire face aux besoins sociaux des Français. Les problèmes que les Gilets jaunes ont posés, ce sont des problèmes sociaux réels. Le problème des retraités, c'est un problème social réel. Regardez, elle n'est même pas capable d'éteindre les incendies qui se sont déclarés dans différentes régions de la France. Elle est obligée de faire appel à toute l'Union européenne. Voilà le problème de la France aujourd'hui. Et Macron n'est pas le président vraiment qui arrive à faire face au problème de la France. C'est ça le problème. Oui. Maintenant, concernant l'action diplomatique de la Russie, avec Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, lui, il est allé où? Lui, il est allé d'abord en Égypte. Parce que, c'est vrai, l'Égypte s'est déclarée un pays, une république arabe. Mais de tous les pays arabes, là, c'est l'Égypte qui a un poids militaire plus important que tous les autres. Ah oui, l'Égypte a un poids militaire plus important que tous les autres. Et l'Égypte s'équipe beaucoup militairement, achète beaucoup de matériel militaire. D'abord, auprès de la France, auprès des pays occidentaux, mais aussi auprès de la Russie. Donc, cela veut dire que le président, le Raïs égyptien, il mène une politique indépendante.
il n'est sous la férule de personne. Et c'est ce type de gouvernement-là que la Russie veut. Ceux qui peuvent prendre des décisions qui concernent eux-mêmes leurs intérêts, mais qui ne tiennent pas compte des intérêts des Occidentaux ou des intérêts d'une puissance étrangère. C'est avec ceux-là que la Russie veut discuter. C'est ce que la Russie a fait avec l'Égypte. C'est pour ça que Sergei Lavrov est allé en Égypte, discuter avec le raïs égyptien. Vous voyez. Maintenant, après, la Russie allait où? Maintenant, Lavrov allait où? Il allait en Éthiopie. Parce qu'on a vu les États-Unis et les pays occidentaux, ils ont armé la rébellion du Tigré. Ils ont armé la rébellion du Tigré. Et ils voulaient que ces Tigréens-là fassent tomber le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed. À un moment donné, même, il y avait des fausses informations diffusées par les médias mainstream occidentaux qui disaient que oui, ces rebelles-là sont à 100 km d'Addis Ababa, qui vont envahir Addis Ababa, que le gouvernement ne va pas tenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont envoyé des troupes armées, ainsi que les Chinois, ils ont envoyé des troupes armées. Et ils ont soutenu militairement l'Éthiopie, en armant bien l'armée éthiopienne. Vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas venir se substituer à une armée nationale, non. Ils ont envoyé des instructeurs militaires, mais ils ont surtout armé l'Éthiopie. Donc, eux, ce n'est pas qu'ils viennent créer une base militaire. Non, ils ne viennent pas créer une base militaire. Ils envoient des instructeurs simplement. Et c'est ainsi que les rebelles tigréens ont été vaincus. Et qu'est-ce que Lavrov est venu dire à Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, pour lui dire, nous sommes avec toi et nous allons te soutenir. Tant que tu mèneras une politique indépendante, nous allons te soutenir. Ces rebelles tigréens, ils ne pourront rien contre toi. Et la Chine a dit, tu as vu, on a fait un chemin de fer entre l'Éthiopie, l'Érythrée qui va jusqu'au vers la mer Rouge, bien vers même vers l'océan Indien. Vous voyez, mais vers la mer Rouge plutôt. Vous voyez. Donc on est prêt à te soutenir. Si tu mènes une politique indépendante, on est prêt à te soutenir. Voilà, c'est ça. Et ensuite, maintenant, Lavrov est allé où? Il est allé au Congo-Brazzaville. Il est allé au Congo-Brazzaville. C'est vrai. Pendant longtemps, on a vu le président Sassou Nguesso. D'ailleurs, c'est la France qui lui a permis d'évincer Pascal Lissouba avec l'appui de cette compagnie française qui était là-bas de pétrole Total Elfina. Vous voyez. Mais depuis un moment donné, le président Sassou Nguesso, il mène vraiment une politique dans l'intérêt du Congo-Brazzaville. Voilà. Et c'est pour ça que Sergei Lavrov est allé là-bas. Les Russes cherchent des gouvernements qui expriment une volonté politique indépendante. Voilà. Et on le sait, le Congo-Brazzaville aussi ne ravitaille plus le compte des opérations. Il ne ravitaille plus le compte des opérations. C'est clair, il ne ravitaille plus le compte des opérations. Oui. Et de tous ces troubles où on a vu, ils ont suscité, la France a suscité des rébellions avec des hommes politiques corrompus du Centrafrique pour venir attaquer le Centrafrique. Et que là aussi, le président Archange Touadéra a signé des accords militaires avec la Russie. La Russie lui a fourni des armes et lui a aussi fourni des conseillers. Ils ont presque récupéré 90% de leur territoire. Hein, alors qu'à un moment donné, les rebelles-là même occupaient 50%. Et ces rebelles-là, quelle est leur arrière-base? C'est le Tchad. C'est le Tchad. Où le fils d'Ébi est là-bas. Et il permet que ces rebelles-là soient sur son territoire pour attaquer la République centrafricaine. Regardez des Africains comme ça, là. Et qui font du tort à leurs propres frères africains. Et lui, maintenant, il refuse maintenant de négocier correctement avec son opposition. Mais il n'est pas sérieux. Parce qu'il a fait un coup d'État. En principe, quand le président Idriss Déby est décédé, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim jusqu'aux élections. Mais le fils Idriss Déby, Kaka Déby, est venu faire un coup d'État. Et ça a été adoubé par Macron. Macron allait l'adouber. C'est pour ça qu'il a trouvé que ce n'est même plus la peine d'aller dans un pays comme le Tchad, parce que celui qui dirige le Tchad, là, c'est sa poupée. Vous voyez. Donc, c'est cela.
C'est cela. Et Lavrov a dit à Sassou Nguesso. Pendant un moment donné, quand le président Mariam Gouabi était là, vous avez eu des gouvernements socialistes. Vous avez eu des gouvernements socialistes. C'était un gouvernement socialiste sous Mariam Gouabi. Donc, on connaît un peu votre passé. Et nous espérons que tu vas avoir cette attitude-là d'indépendant, comme ça a été le cas avec Mariam Gouabi. Tu as vu comment est-ce qu'on a aidé le Congo-Brazzaville sous le président Mariam Gouabi, dont tu te réclames d'ailleurs. Donc voilà le sens de ces visites diplomatiques que j'explique. Voilà, je viens d'expliquer cela. Mais je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.